Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Guinée Info. Mais tout d'abord, le sommaire, la nouvelle grille salariale a été présentée ce samedi au Conseil économique et social, validée par un expert du Bureau international du travail. Elle a fait l'objet d'un échange entre les acteurs sociaux. Rencontrer les militaires du cas de la dite préfecture. La lumière sera faite sur les événements qui ont secoué cette préfecture ces derniers temps, affirme le garde des Sceaux. Enfin, Mamadou Korkaba est le premier de la République en sciences mathématiques, un honneur pour ce jeune orphelin, mais aussi pour tous ceux qui ont participé à sa réussite. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On commence avec l'électrification continentale. L'objectif est de couvrir tout le continent. Le président, professeur Alpha Condé, coordonne ce projet. Il s'engage à atteindre les 100%. Cette vaste ambition pourrait coûter 5 milliards de dollars. Un reportage réalisé par nos confrères de Africa 24. Le projet est ambitieux et vise à doter l'Afrique d'une couverture totale en électricité. Coordonné par le chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, l'Agence africaine pour l'électrification devrait permettre au continent de passer d'un taux d'accès à l'électricité de 25% à 100% à l'horizon 2025. Nous n'allons pas seulement aux énergies renouvelables. Nous avons dit à Kigali, énergie mixte, c'est-à-dire si l'argent que nous donne l'Europe, ça sera pour financer l'énergie renouvelable. Mais pour qu'on aille vite, nous allons aussi employer l'énergie mixte, c'est-à-dire des pays financeront eux-mêmes l'énergie, soit avec le gaz, soit avec le charbon, mais à condition que ce soit l'énergie le moins polluante. Donc nous allons développer, marcher sur nos deux pieds, l'énergie renouvelable, mais aussi l'énergie mixte. Et progressivement, l'énergie mixte va être remplacée par l'énergie renouvelable progressivement. Mais dans un premier temps, pour qu'on aille vite, il faut aussi qu'on utilise d'autres énergies. Près de 600 millions d'Africains vivent sans un accès direct en électricité. La mise en œuvre de ce plan énergétique pourrait donc offrir une meilleure qualité de vie aux populations et conduire le continent vers un développement économique sans précédent. Mais selon des experts, la réussite de ce projet nécessite d'importants moyens financiers. Il faudrait environ 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans. Seul problème, pour l'heure, l'Agence africaine pour l'électrification ne dispose pas encore de cette somme. Si nos experts vont vite, nous pourrons annoncer officiellement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, annoncer officiellement l'accord entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui va aussi employer les autres pays, parce que vous savez, les États-Unis nous ont promis pour avoir l'Afrique, mais jusqu'à présent n'a pas reçu $1. Le Canada a promis 2 milliards de dollars. Nous pensons que si l'Afrique et l'Union européenne, l'Union africaine et l'Union européenne s'entendent et annoncent l'accord sur le financement sur 5 ans de 3 milliards d'euros chaque année, ça va aussi amener les autres à nous suivre. Donc je suis assez optimiste étant donné l'engagement de l'Union européenne. Le projet d'électrification pour l'Afrique devrait être bouclé d'ici la COP22 qui se tiendra à Marrakech au Maroc. Et puis, cette journée de concertation au siège du Conseil économique et social, syndicats et gouvernement peaufinent les derniers réglages sur la nouvelle grille salariale. Sous la férule de la présidente du Conseil économique et social, les élus syndicaux présentent le document validé par le Bureau international du travail. Explication, Alpha Yassila. Ils sont 101 délégués syndicaux de la CNTG à prendre part à cette journée de concertation sur la nouvelle grille salariale de la fonction publique. La grille révisée par une commission technique mise en place par le gouvernement est validée par un expert du BIT la semaine dernière. Les leaders syndicaux ici présents sont venus des 4 régions naturelles de la Guinée. Ils représentent donc les travailleurs de tous les secteurs d'activité, y compris les travailleurs de l'économie informelle et les jeunes à la recherche du premier emploi. Leur présence à Conakry en cette période de grande pluie traduit la détermination de la CNTG à ne rien ménager pour accomplir sa mission de défense des intérêts des travailleurs sur la base d'une concertation régulière avec les employeurs, notamment l'État, pour concrétiser tous les accords déjà conclus. La nouvelle grille salariale de la fonction publique répond à l'appel du mouvement syndical pour un meilleur traitement du salarié. L'agenda de notre rencontre porte principalement sur l'examen de la transposition de l'ancienne grille salariale
vers la nouvelle grille salariale qui est le fruit d'une longue et laborieuse concertation entre le gouvernement et le mouvement syndical et dont la mise en œuvre constitue la plus grande attente des travailleurs. Nous vivons aujourd'hui en Guinée des instants assez spécifiques, assez sensibles, puisque vous avez, comme nous, contribué à la lutte contre Ebola, vous en savez les effets, et il y a beaucoup aujourd'hui de situations tendues dans beaucoup d'entreprises. Et dans ce contexte, contrairement au travail de la CNTG et de quelques rares centrales syndicales qui ont encore le sens des responsabilités, beaucoup de centrales syndicales font du populisme, vendent des rêves à leurs travailleurs, à leurs adhérents et les mettent aujourd'hui dans des situations très difficiles vis-à-vis du monde du travail. Ce n'est pas votre cas. Je sais que la force avec laquelle vous défendez les intérêts de vos travailleurs est égale à la conviction et au sens des responsabilités que vous mettez pour mettre vos travailleurs devant leurs responsabilités. Je dois vous dire que la grille soit appliquée maintenant ou qu'elle soit appliquée demain, elle a un caractère rétroactif. C'est-à-dire que dès que la grille sera appliquée, on l'appliquera à compter du 1er janvier 2016. Donc peu importe la date d'application, ce qui est clair, c'est que le gouvernement, à travers un décret de M. le Président de la République, va publier et adopter la nouvelle grille salariale. Une fois adoptée, nous passons à la transposition. Ce qui peut prendre un peu de temps, parce que c'est sur la base des diplômes, on a près de 120 000 fonctionnaires aujourd'hui. La deuxième étape des travaux de cette commission de révision porte sur la transposition de la nouvelle grille salariale. Cette démarche prend en compte le niveau des diplômes universitaires des travailleurs. Après une négociation, il faut retourner à la base, informer la base de quoi il s'agit pour empêcher les spéculations, la mauvaise information. La grille salariale en vigueur est vieille de 27 ans. Tel les contreforts du foot jalon, plus précisément sous les pieds du Moloura, la justice tente de voir plus clair dans les événements qui ont secoué la préfecture ces derniers temps. Maître Sako échange avec les militaires du camp de Mali. Le garde des Sceaux promet que les présumés responsables seront traduits devant les tribunaux. Reportage à Mali, Tierno Younoussaba, Ousmane Kobele Keita. Après les vandalismes de Mali, le ministre de la Justice rencontre les militaires du camp d'infanterie de la préfecture, parmi lesquels certains présumés commanditaires. L'entretien porte sur la culture de la citoyenneté et sur les mesures envisagées par la justice quant à la poursuite des responsables des événements malheureux survenus le mois de juin dernier. Il fallait absolument expliquer à la population quelle était la position du gouvernement par rapport à ces événements, puisqu'il y a eu beaucoup de contre-vérités qui ont été dites dans notre pays là-dessus. En matière pénale, la responsabilité est individuelle. Donc les militaires qui sont auteurs de ces exactions contraires à la loi, contraires aux règles, subiront donc la sanction de la loi tout simplement. C'est important que la population de Mali sache que ce n'est pas tous les militaires, ne pas mettre la probe sur toute l'armée, aussi dire que les victimes peuvent compter sur la République pour pouvoir leur rendre justice. Suite à l'audition des victimes, les militaires présumés seront aussi entendus par un juge d'instruction sur leur implication dans cet incident. Une mesure qui vise à accélérer le jugement dans ce dossier. Nous allons vers la construction d'un état de droit. Il y a des avancées. Et ce message aussi couronne une longue marche, une longue attente, parce que la première autorité de la justice a rassuré aussi les militaires que tout militaire qui va enfreindre à la loi sera jugé en tant que tel. Au terme de l'instruction, les inculpés seront renvoyés devant le tribunal militaire pour répondre de leurs faits et gestes dans ces événements. La Guinée profonde à l'honneur d'un Guinéen fou avec la fin de la tournée du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, Dr Mohamed Diané, vient de boucler une tournée dans les 4 régions militaires du pays à ligne de mire, s'enquérir des conditions de vie de la grande muette dans l'arrière-pays. Lui, Auguste Leroy.
Du chef de l'État, le ministre d'État à la présidence, chargé de la défense nationale, vient de passer une semaine dans les 4 régions militaires du pays. En compagnie de la hiérarchie militaire, le docteur Mohamed Djané a visité les casernes et parlé avec nos soldats. Il a aussi fréquenté les salles de conférence et discuté avec la société civile. Nous avons passé les messages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne d'abord ses salutations et ses encouragements à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté qu'il y a de très bonnes relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour expliquer aux forces de défense le rôle qu'ils doivent jouer face aux nouvelles menaces, c'est-à-dire le terrorisme, qui demande aujourd'hui une grande vigilance, qui demande vraiment ici l'échange d'informations entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Le messager du chef de l'État a rendu visite aux sages et aux notabilités et leur a présenté le respect dû à leur statut. Restitution de la mission de supervision des gardes-côtes américains pendant une semaine. Ils ont évalué les dispositions prises par l'administration maritime pour le respect des normes du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Fodé Camara, reportage. Cette phase post-Ebola, la Guinée renoue avec des missions de supervision des gardes-côtes américains. Depuis 3 ans, ce partenariat stratégique de l'économie maritime était en veilleuse. Un partenariat nord-sud qui aide la Guinée à se conformer aux exigences du code ISPS de sécurité des navires et des installations portuaires. Une initiative de renforcement de capacité des acteurs impliqués dans la coordination de l'action de l'État en mer. The U.S. Coast Guard was encouraged by the cooperation. On était encouragé par la coopération. Le gouvernement guinéen, nous sommes tous engagés à la sûreté portuaire pour continuer à travailler avec le gouvernement guinéen. Il y a beaucoup d'avantages pour la Guinée. Et après cette visite, il y aura la formation de nos cadres. Ils enverront eux-mêmes un garde-côte pour former les PFSO des installations portuaires et voir comment faire des simulations pour que le port de Conakry soit au niveau 2. En 2013, au terme de la dernière mission de supervision des gardes-côtes américains, une mention satisfaisante a été décernée à la Guinée, avec en prime 8 installations portuaires certifiées. Aujourd'hui, au terme des échanges, il ressort la nécessité de poursuivre les efforts pour mettre tous les indicateurs au vert. Il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances qu'il faut relever très tôt pour qu'on ne figure pas sur cette liste noire qui nous ont exhibé ici. Il y a eu de gros efforts qui ont été réalisés au niveau du port depuis l'arrivée du président. Donc ce n'est pas du côté de la sécurité et de la sûreté que nous allons faire tomber tous ces acquis. Cette opération d'affûtage de l'appareil de sûreté portuaire touche aussi le port de Kamsar, avec pour principaux critères compétitifs à conquérir pour les ports de Conakry et Kamsar, l'amélioration de la surveillance du fret et la prévention de la pollution marine. Éducation avec les résultats du baccalauréat session 2016 après la première en sciences expérimentales. Ce soir, nous allons à la rencontre du premier de la République en sciences maths avec mention très bien. Son nom, Mamadou Korkaba. Cet orphelin de père et de mère a pourtant commencé ses études sous un hangar du côté des Sigons. C'est dans la préfecture de Mali. Images et témoignages, Abdourahmane Diallo, Fatimatou Diallo. Le premier de la République en sciences mathématiques, le voici. Son nom, Amadou Korkaba, 19 ans. Présenté par le groupe scolaire La Farandole, le jeune bachelier a dû travailler dur pour tirer son épingle du jeu. Les méthodes de travail sont très simples parce que d'abord au début, j'avais déjà l'objectif d'être parmi les lauréats de la Guinée. J'avais décidé d'être ça. Maintenant, dès le début, j'ai commencé à bosser dur. J'ai révisé. Je ne vais pas dire nuit et jour, mais quand même j'ai bossé avec mes amis, avec mes professeurs et notamment avec mon frère qui m'assistait aussi des fois. Orphelin de père, Korkaba vient de la préfecture de Mali.
Aujourd'hui, il est une fierté pour sa famille et les responsables de son école. Je suis ému, la preuve, et Dieu l'a faite aujourd'hui vraiment. Je suis complètement dépassé. De joie, évidemment. Je souhaite qu'il continue comme ça dans sa vie et qu'il soit toujours le premier partout où il sera. Les autres enfants, les autres élèves aussi, qu'ils prennent exemple sur lui. En guise de récompense, la fondatrice de son établissement lui a restitué ses frais de scolarité. Très ému, le nouveau lauréat souhaite poursuivre ses études à l'extérieur du pays. Et puis, c'est une première en Guinée. Le pays va bientôt disposer d'une politique nationale de l'eau. C'est un outil juridique de référence pour les acteurs du secteur en vue de gérer les ressources en eau de façon rationnelle et durable. Le point avec Nabi Kamara. Bientôt, la Guinée va disposer de sa politique nationale de l'eau. Le lancement de son étude a fait l'objet d'une rencontre de cadrage qui a mobilisé tous les acteurs du pays impliqués dans le secteur sous l'égide du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique à travers la Direction nationale de l'Hydraulique. La politique nationale de l'eau est le cadre d'orientation stratégique, la gestion des ressources en eau. C'est d'elle que viennent toutes les législations concernant, n'est-ce pas, la gestion des ressources en eau. La Guinée était jusque-là le seul pays de la sous-région ouest-africaine qui n'avait pas cette politique nationale. Nous espérons que le document sortira dans 6 mois et que ce document va répondre aux attentes de la Guinée et des autres usagers de l'eau qui sont produits pratiquement en Guinée ici. Parce que toutes les eaux de l'Afrique de l'Ouest partent pratiquement de la Guinée. On est dans l'obligation, la Guinée, d'avoir une politique très claire et nette sur laquelle nous devons travailler, qui doit nous permettre d'harmoniser nos positions à la position de la CEDEAO sur la gestion des ressources en eau. L'élaboration de la politique nationale de l'eau de notre pays sera possible grâce à l'appui de l'UICN et la CEDEAO. Dans le Nabaya, ouverture d'une bourse nationale des produits agricoles à Kankan, c'est une initiative de l'ONG Aguissa avec un soutien financier de la Fondation Rio Tinto. Elle vise à mieux professionnaliser les opérations dans le secteur agricole et établir des relations pérennes basées sur des contrats. RTJ Kankan et la Jafo de Bangali Fofana. Divers produits agricoles, mais aussi beaucoup de plantes médicinales exposées. Nous sommes à la première bourse nationale des produits agricoles dans la ville hospitalière de Kankan-Nabaya. Cette bourse est un marché, un lieu d'échange qui, à la différence d'une foire, vise à mieux professionnaliser les opérateurs en les encourageant à établir des relations durables basées sur les contrats. Cette activité est une démarche innovante du réseau Afrique Verte International auquel appartient l'ONG Aguissa, Association guinéenne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire. Nous sommes dans le cadre de la sécurité alimentaire, donc l'objectif principal pour nous, c'est de permettre aux produits de circuler des zones de production où ils sont stockés vers les zones de consommation où ils sont demandés. Considérée comme un moyen de promotion commerciale, cette bourse est lancée à l'intention de tous les opérateurs du secteur agricole de la Guinée. Parmi les nombreux invités à cette bourse nationale des produits agricoles de Kankan, le président du comité interprofessionnel des céréaliers de Guinée et le coordinateur d'Amassa, la branche malienne d'Afrique Verte International. La compagnie Roussal CBK a déjà 15 ans d'existence en Guinée. L'événement a été célébré à Simbayar, dans la commune de Matoto, une occasion pour les responsables de ce géant minier de faire le bilan de ses activités en Guinée. Aboubakar, Junior Kamara, Marie-Angélique Bangoura. La compagnie des bauxites de Kindia, CBK, célèbre ses 15 ans d'existence. L'occasion pour la société de faire le bilan de ses actions en faveur des populations guinéennes. Les meilleurs travailleurs de chaque service sont aussi récompensés pour insuffler une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de l'équipe. L'entreprise paye régulièrement les taxes et réalise des projets sociaux à grande échelle pour appuyer l'État guinéen. Malgré toutes les difficultés qui ont lieu en Guinée, la CBK n'a jamais
abandonné son travail, la compagnie continuait toujours à exploiter la bauxite et payer les salaires et les impôts au trésor public. Depuis son installation en Guinée, Rusal CBK réalise ses actions conformément à son programme de développement. Le projet Kindia 2, par exemple, a permis l'exploitation d'un nouveau gisement de bauxite avec 25 millions de tonnes de réserves. Et cela a augmenté la vie de l'entreprise en Guinée. J'ai visité ces locaux il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et lorsque je suis arrivé, on m'a fait faire un petit tour et j'ai été impressionné par le changement qui est intervenu entre-temps. Je pense que les félicitations adressées à M. Blassov et à toute son équipe sont bien méritées. Pendant que la Guinée luttait contre l'épidémie à virus Ebola, Rusal CBK a construit un centre de recherche épidémiologique, de microbiologie et des soins médicaux à l'Institut Pasteur de Kindia. Un investissement de plus de 10 millions de dollars pour assistance aux populations riveraines du projet. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré la Journée mondiale de la dignité et la traite des humains instituée par les Nations Unies. La célébration de cette journée a pour but de stopper la traite des personnes. En Guinée, l'événement est célébré sous fond de plaidoyer en faveur des personnes victimes de cette pratique. Mamadi Gassama nous signe ce reportage. Après l'adoption de la résolution 1892 le 18 décembre 2013 à l'Assemblée générale des Nations unies, les États membres ont décidé d'instituer la journée du 30 juin comme journée mondiale de la traite des humains. À l'image des autres pays membres, la Guinée célèbre cet événement sous fond de plaidoyer en faveur des personnes victimes de ces pratiques. Aujourd'hui, nous avons 68 cas, je dis bien 68 cas de pratiques assimilées à la traite qui sont relevés au niveau de l'OPROGEN. C'est un appel qui a été affirmé dans la résolution 192 des Nations Unies qui demande à tous les États, mais aussi à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la traite des personnes, d'attirer l'attention des gouvernants, des partenaires, sur le fléau que représente la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Selon les statistiques, 22 millions de personnes sont touchées par cette pratique et les enfants constituent les principales victimes. Nous sommes là pour aider ces enfants, pour parler au nom de ces enfants. Nous sommes la voix des sans-voix de ces enfants. Les uns et les autres peuvent compter sur le soutien et l'appui conséquent de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui fait de la promotion et de la protection des droits des femmes et des enfants un volet essentiel de sa politique nationale dans le domaine social. Pour réguler ce phénomène en Guinée, le gouvernement a mis en place un comité de lutte contre la traite des personnes. Sa mission, veiller à l'application de la Convention des Nations Unies sur les droits humains. En dehors du continent, une mission guinéenne séjourne actuellement à Jakarta. C'est en Indonésie au cœur de la visite. Les défilés à la santé de la reproduction et celle maternelle. Elle aura aussi une série de rencontres avec les autorités sanitaires du pays. Makale Souma, envoyé spécial. L'Indonésie, ce pays du Proche-Orient, a 250 millions d'habitants avec 87% de musulmans. Dans les années 70, il a été très difficile d'expérimenter la planification familiale dans cette contrée du monde. Mais vers 1976, le pays a opté d'associer les religieux au combat. Ainsi, des chefs religieux ont été identifiés parmi les plus hauts dignitaires. Des oulémas qui se sont sentis concernés par ces questions avant de s'engager. Les plus grandes organisations musulmanes ici en Indonésie offrent des services en matière de fatwa. Ils mettent l'accent sur les questions qui sont les plus brûlantes, la vasectomie, l'utilisation de la planification moderne. Les chefs religieux sont des acteurs clés dans la réussite du programme de santé de la reproduction en Indonésie.
Avec leur appui et celui d'autres partenaires, le Conseil national pour la population et la planification familiale, BKKBN, a permis la planification de plus de 500 000 familles, permettant ainsi à l'Indonésie de passer de 5% de taux de prévalence contraceptive en 2012 à 61,9% en 2016. Women and children is our focus. Nous parlons de genre, d'équilibre et d'équité entre femmes et l'homme. Nous parlons d'enfants, comment éduquer les enfants. Et nous parlons également de planification familiale. L'expérience indonésienne en matière de planification familiale est donc axée sur l'apport de l'islam. Une expérience aujourd'hui citée en exemple dans plus de 94 pays du monde, dont la Guinée. La population est un problème important dans nos pays et le réseau s'intéresse évidemment à ce sujet-là puisque le réseau a pour objectif d'influencer les lois, les pratiques, les politiques en faveur des populations. En Indonésie, l'expérience planification familiale islam n'est pas vécue que dans la capitale Jakarta. Cette expérience était naquie sur tout le territoire national, tel qu'à Yogyakarta, une île située à 1 heure de vol de Jakarta, où doit se rendre la délégation guinéenne dans les jours qui suivent. L'ONG Organisation des mères et enfants de Guinée face à la presse en toile de fond a attiré l'attention du grand public sur le cas de la fillette Joséphine Yombuno qui souffre d'hémangiome. L'hémangiome, c'est une malformation locale constituée de vaisseaux sanguins ou lymphatiques ressemblant à une tumeur bénigne. Mikini Moussa Kamara, Marie-Angélique Bangoura. Elle a 8 ans, mais son enfance n'est pas joyeuse. Joséphine Yombuno souffre d'hémangiome depuis 3 ans. La maladie lui a fait amputer sa main gauche. La maladie menace également son bras. La famille de Joséphine n'a plus de ressources pour la sauver. Pour susciter la solidarité nationale, une ONG locale appelle les bonnes volontés et institutions à une assistance en faveur de Joséphine Yombuno. L'appel que nous lançons, c'est d'ouvrir vraiment cette chaîne de solidarité pour que l'ensemble, n'est-ce pas, des Guinéens, l'ensemble de toutes les bonnes volontés, des institutions, n'est-ce pas, nationales, internationales, qu'on puisse se donner des mains pour voir vraiment comment essayer d'évacuer notre sœur Joséphine Yombuno vraiment vers un hôpital qui puisse vraiment le prendre en charge. La chaîne de solidarité est lancée à partir de la salle El Hadj Mohamed Koula Diallo de la Maison de la Presse de Conakry. Le député Baïdi Haribo est le premier à se manifester pour sauver Joséphine Yombuno. Au-delà des problèmes liés à nos statuts de politique, à nos statuts de journalistes, à nos statuts d'hommes de culture, on est des êtres humains qui ont un cœur et pour ça, il nous faut vraiment faire en sorte que notre solidarité réagisse par rapport à ces actions pareilles. Fille d'un instituteur à Fria, Joséphine était en 2e année en 2013 lorsqu'une enflure est apparue sur sa main. Depuis, ses études et sa vie sont troublées. La situation va se compliquer à Conakry quand ses parents l'ont conduite à l'hôpital. Aujourd'hui, Joséphine attend à la maison avec l'espoir que la solidarité nationale l'aidera à mobiliser des fonds pour son traitement définitif. SOS donc pour la petite Joséphine Yombuno. Enfin, ce communiqué, la Direction générale de l'électricité de Guinée DG informe sa clientèle de communes de Dixine et Ratoma qu'une perturbation dans l'alimentation du courant électrique s'effectuera le dimanche 31 juillet 2016 de 8h à 16h. Les zones concernées, Bellevue, Dixine, Afia, Kenyan, Tawia, Concasseur, Kipé, Minière, Kakimbo, Kaporo et RTG Koloma. Motif, consignation de la ligne 60 kV de Matoto Kaloum pour entretien du poste 60-20 kV de Hamdallah. La Direction générale de l'électricité de Guinée et DG rassure sa clientèle que toutes les dispositions seront prises pour le retour normal de la desserte en électricité aux heures indiquées. La cellule de communication. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bon week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.